vous voulez accéder au pouvoir politique, vous voulez créer des emplois, vous voulez administrer le pays, vous voulez administrer les entreprises, et vous dites, je n'en sais rien de tout ça, je ne vais même pas réfléchir à ça. C'est grave. C'est grave pour un homme qui a une vocation politique. C'est grave. Pas dit ce soir, vous allez venir chez moi tous les soirs, je vous offre 1 heure. Oui. Ah oui, je suis sérieux, hein. Ce qui nous a manqué aujourd'hui manquera à nos enfants. Ce qui nous manquera aujourd'hui manquera à nos petits-enfants. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, vient de faire un discours qui m'a vraiment touché. Monsieur Patrice Talon a décidé de parler à la jeunesse. Il les a réunis. C'est d'ailleurs la première fois que je vois ce genre de choses au Bénin. Il a parlé franchement à la jeunesse et il a expliqué certains points qui sont très importants à la nation. Honnêtement, ce discours m'a vraiment plu. Plusieurs points sur ce discours m'ont touché. Surtout quand le président parle d'indépendance et de liberté, il a tenu des propos qui m'ont prouvé à quel point il est important aujourd'hui que tu sois béninois, togolais, peu importe du continent d'où tu viens, que tu sois africain ou pas, tu dois comprendre que si tu veux vraiment être libre et ne pas subir des pressions de n'importe qui que ce soit, tu dois absolument travailler sur tes moyens. Tu dois trouver un moyen de ne pas dépendre d'autres personnes. Et ce discours de Patrice Talon, je pense honnêtement, va continuer par faire du bruit. Parce que ceux qui vont mal le comprendre, vont mal l'interpréter, ne vont vraiment pas toucher le point sensible de ce que le président voulait dire. Je te laisse écouter ce discours et dis-moi à la fin de ce discours ce que tu en penses. Ton avis m'intéresse, car moi, j'ai vraiment appris et j'ai aimé ce qu'il a dit, le président. Le bien-être économique, l'emploi, c'est ça, la santé, tout ce qui concourt au minimum que les jeunes attendent de voir. Vous voulez qu'on commence par ça? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord? Ah, merci. Bien, nous allons donc aborder avec enthousiasme la convivialité cette question qui paraît la question la plus essentielle pour nous ici-bas, notre bien-être matériel. Toute chose qui pour nous, sinon de manière même générale, paraît primordiale par rapport à toutes les autres. Mais moi je dirais quand même que les libertés fondamentales sont indispensables et sont préalables à toute chose. Mais néanmoins, quand on a peut-être le minimum où on peut aller et venir, on peut estimer que l'essentiel après, c'est notre bien-être matériel. Nous avons donc accédé à la souveraineté nationale et internationale depuis 1960. Depuis lors, nous avons pris notre destin en main pour résoudre le problème de notre développement. La raison, l'objectif principal, la motivation essentielle, c'est nos libertés et puis le développement. Nous ne voulons plus travailler pour le bien-être de quelqu'un d'autre, nous travaillons pour notre propre bien-être nous-mêmes, notre communauté et chacun individuellement. La souveraineté acquise en 1960 avec que 2 éléments fondamentaux en termes de quête. Quête de liberté et quête de bien-être. Et nous avons choisi un ordre politique semblable à celui du colon, la démocratie, pour satisfaire la quête, notre besoin de liberté, de développement. Donc depuis, nous sommes dans ce modèle de démocratie avec ses balbutiements. Et nous avons été dans ce modèle jusqu'à ce qu'il y ait plus de stabilité. Quelques années après, dans les années 72, avec l'arrivée du régime révolutionnaire, qui a dit trop c'est trop de pagaille. Nous ne sommes pas devenus indépendants pour instaurer de la pagaille. Une bonne démocratie devrait nous permettre de trouver les dirigeants capables d'impulser le développement, capables d'amener chacun à exploser en ses talents, à vivre de ses labeurs. Travailleur, courageux, déterminé, ambitieux, que chacun devrait pouvoir trouver son compte dans un pays en bonne dynamique économique et que l'État, désormais, assurerait ses fonctions essentielles. Et nous avons dit que le rôle de l'État, c'est pas de faire du commerce, pas de faire de l'industrie, c'est pas de faire ceci, que les acteurs individuels sont capables de le faire par eux-mêmes si le pays est bien organisé,
bien structuré, si les gens sont formés, sont en bonne santé, et que les activités économiques devant assurer le bien-être seraient essentiellement du ressort des citoyens, individuellement, ou en groupe. Donc nous avons eu un nouveau départ. Mais est-ce que, à la date d'aujourd'hui, nous avons commencé à atteindre les objectifs? Ou bien est-ce que nous sommes dans un processus où désormais l'espoir est permis? Que le bien-être matériel est à notre portée? Que le bien-être économique est à notre portée? Qu'après la conférence, même s'il y a des balbutiements, c'est toujours parce que les communautés humaines fonctionnent toujours avec des hauts et des bas. Est-ce que en 2025, même si tout continue de nous manquer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'espoir, l'espérance, ou plus que ça, il y a des indices de développement réel? Tellement de dire, nous aurons tous l'eau, nous l'aurons. C'est maintenant, ça y est, on le sent qu'on va l'avoir. Nous aurons toute l'électricité, nous aurons tous des moyens de communication, les routes, les moyens modernes, l'Internet, le téléphone. La santé, ça commence à aller. La formation technique professionnelle, la formation générale. Un environnement économique qui permet à chacun de se développer. Un système bancaire qui fonctionne. Toutes choses qui sont aujourd'hui indispensables à l'éclosion ou au développement, à l'épanouissement économique. Est-ce que ces choses-là sont en train d'être mises en place dans un environnement différent? Ou mieux encore, est-ce qu'il y a des choses qui sont effectivement acquises? C'est important pour la communauté de faire ce genre de bilan pour mieux orienter notre état d'esprit. Parce que notre raison, notre expérience forge notre état d'esprit et forge nos stratégies, forge nos choix. Donc il est important de faire ces bilans de parcours depuis le début, depuis la société traditionnelle, l'ère coloniale, nos indépendances, l'ère révolutionnaire, l'ère de la conférence nationale, puis l'ère qui date depuis environ une dizaine d'années où nous avons fait des réformes, nous avons essayé d'améliorer ce que nous avons convenu ensemble de faire au post-conférence nationale. Est-ce que faisant le bilan de tout ce parcours, nous pouvons dire aujourd'hui que non, le Bénin peut se développer, le Bénin est en train de se développer, ou bien c'est vraiment pire qu'avant? C'est le débat que je souhaite qu'on fasse. Que devons-nous faire pour améliorer la courbe ou bien pour infléchir totalement la courbe? Suivant votre développement, vous avez insisté sur le fait que au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, notre pays a fait l'option d'aller vers le libéralisme économique. Le Bénin évolue dans une sous-région, dans un conseil des nations. Et lorsqu'on prend certains paramètres au niveau de la sous-région ouest-africaine, je pense que ces paramètres ne peuvent pas faciliter le fait que les jeunes aillent créer l'emploi et que l'emploi soit pérenne. Je prends un exemple, l'exemple du coût de l'électricité. Le coût de l'électricité pour un jeune qui veut se mettre à son propre compte, le coût de l'électricité ne peut pas permettre qu'il puisse avoir un emploi qui va durer dans le temps et un emploi d'une manière ou d'une autre qui sera rentable. Je prends le coût de l'Internet dans notre pays. Lorsque vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire est bien plus abordable que le coût de l'Internet dans notre pays. J'ai pris l'électricité, j'ai pris le coût de l'électricité, j'ai pris le coût de l'Internet. Il y a encore d'autres paramètres qui, d'une manière ou d'une autre, pour un jeune qui vient de finir l'université, sans parler de l'adéquation entre la formation et l'emploi, et bien d'autres paramètres qui ne, d'une manière ou d'une autre, facilitent pas le fait que les jeunes puissent fondamentalement avoir de l'emploi. Le registre que vous avez choisi en prenant la parole, sans trop monopoliser la parole, c'est un registre de franchise. Et donc, j'ai bien voulu être franc sans forcément politiser la question. Parce que je crois que à quelques mois de la fin de votre mandat constitutionnel, la meilleure chose que vous puissiez laisser à ce pays, c'est un pays dans lequel on puisse se parler. Un pays dans lequel on puisse se parler en s'ouvrant, un pays dans lequel on puisse se parler sans avoir peur. Et donc, sur la question de l'emploi,
voici les quelques éléments que j'ai bien voulu mettre en exergue, c'est-à-dire le coût de l'électricité qui est très cher, le coût de l'Internet qui n'est pas du tout abordable, et puis la question de la loi sur l'embauche qui, ma foi, ne garantit pas et ne sécurise pas l'emploi pour les chercheurs d'emploi. Je vous remercie. Vous avez abordé tous les deux un aspect très important de notre bilan de trajectoire. Et ça, j'ai bien appris, vous avez bien compris la manière dont je voudrais que le débat se fasse pour apprécier la trajectoire. Une loi fixe un cadre. Est-ce qu'une loi est bonne en matière d'emploi? Là, ça donne une idée de la trajectoire que nous visons et son analyse permet de savoir si en termes d'emploi, nous sommes sur le bon chemin ou non, tout au moins en ce qui concerne le cadrage. Et j'ai beaucoup apprécié cela. Maintenant, vous avez parlé des infrastructures qui sont nécessaires pour l'épanouissement et qui donnent également une appréciation des éléments structurels permettant que le commerce se développe, permettant que les jeunes s'épanouissent en matière de stade. Donc, ce sont des éléments effectivement structurels de notre trajectoire. Je vais commencer par la question d'emploi, la loi qui a été votée, puis je vais venir sur les détails. C'est vrai, nous avons au Bénin depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, que ce soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser la création d'emplois? Public, privé. Notamment privé. Puisque nous avons choisi et n'avons pas remis en cause notre modèle de développement économique qui est le libéralisme économique. C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté béninoise. Que ce soit les emplois agricoles, travailler dans l'agriculture, l'élevage, la production végétale. Ce n'est pas l'État qui est le plus indiqué pour avoir une ferme, pour avoir un élevage, pour avoir une industrie agricole ou bien une agroéconomie. Ce n'est pas du tout l'État. Nous savons, ici, personne ne dira le contraire, que l'État est mieux indiqué pour avoir une ferme, que l'État est mieux indiqué pour avoir un élevage, que l'État est bien indiqué pour avoir une industrie de transformation, une dynamique agro-industrielle, même si depuis l'État impulse un peu directement ce secteur-là. Donc nous ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie que vous allez venir installer demain, vous, si vous avez les moyens. Vous êtes financé, vous avez le besoin, vous avez des partenaires, vous créez une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, et vous allez passer la main à vos héritiers. Est-ce que ça va être le fait que celui qui y travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. On va parler franc. On va se parler, moi je n'ai pas l'habitude des langages politiques. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'aller à la retraite, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même, sur les principes? Répondez-moi. Monsieur le Président, si je dois répondre, je dirais que je vais vous retourner la parole parce que je n'ai jamais été employeur. Mais vous avez sûrement envie de devenir un jour quelqu'un d'important, de riche et de créer des emplois. Probablement. Mais vous avez sûrement à la maison un gardien, une nounou, non? Bon, vous avez une nounou? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants? Vous avez une femme de ménage pour vos enfants? J'ai une nounou pour les enfants. Vous avez une nounou pour vos enfants? D'accord. Oui. Pour vous, qui payez la nounou?
Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait que la nounou soit là pour 20 ans, 50 ans, par son salaire? Ou bien c'est le fait que votre femme, vos enfants, aient le meilleur service de nounou? Qu'est-ce qui prime pour vous? Par rapport à votre nounou, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui prime? Je n'y ai pas pensé. Je n'avais pas pensé. à ça. Non, je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Oui, non, mais je n'y ai pas pensé. Ne pas penser à ça. Non, je n'y ai pas pensé, Monsieur le Président. En fait, il a répondu à la question. En fait, la réponse est gênante. C'est vrai. Pour un politique, la réponse est gênante. Et je vous concède ça. Ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous allez perdre des partisans. Vous allez perdre... Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la différence entre Patrice Talon et un acteur politique ordinaire normal. C'est la différence. Parce que le principe de fonctionnement des communautés, de fonctionnement de l'activité économique commerciale, si vous prenez des lois pour privilégier, là on parle cash, hein? On se parle cash. Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont plaire des Béninois. Non, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Comment on fait pour que les gens viennent investir? Pour que les gens, les autres investissent. Pour que les conditions leur donnent la totale liberté d'investir. L'argent ne sait pas travailler par lui-même. L'argent a besoin d'hommes pour travailler. Si l'argent vient, si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés. C'est ça la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois. Mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit de la misère? Pour que les employés n'aient rien du tout. Ça, c'est pas bon. Et en fait, et je vais continuer. Quand il y a l'emploi, qu'est-ce qui permet également à l'entreprise de traverser le temps? Si les employés ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas contents, ils ne resteront pas. Si vous maltraitez votre chauffeur, si vous maltraitez votre nounou, si vous le payez mal, vous ne l'avez pas bien, si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc, ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive, la seule solution qui permet de régler la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste là, on n'a même plus besoin de légiférer. Pourquoi la plupart des pays socialistes communistes sont tombés?
Pourquoi? Pourquoi les pays communistes ne sont pas devenus les puissances du monde? Ils sont tombés les uns après les autres. Parce que le modèle est trop social. Regardez aux États-Unis, ils sont dans le plein emploi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le moins de lois qui protègent l'emploi. Ils sont dans le plein emploi. Le taux de chômage est très faible. Tout le monde part de partout pour aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai dit un mot que j'assume. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour n'en créer point. Les textes ne nous serviront à rien s'ils sont beaux, extraordinaires, protègent socialement les gens, mais en face, il y a zéro offre d'emploi. Moi, j'ai à cœur de faire travailler les jeunes. J'ai à cœur de créer un environnement dans lequel il y a de l'emploi pour les uns les autres. Et j'essaie de mettre mon expérience, un peu mes connaissances, au service de mon action dans la charge. Est-ce que j'ai de plus que vous? Et vous l'avez confessé tout à l'heure. Vous voulez accéder au pouvoir politique. Vous voulez créer des emplois. Vous voulez administrer le pays, vous voulez administrer les entreprises, et vous dites, je n'en sais rien, je ne sais rien de tout ça, je ne vais pas réfléchir à ça. C'est grave. C'est grave pour un homme qui a une vocation politique. C'est grave. C'est grave. Vous voulez gouverner le Bénin, des entreprises, des banques et tout ça là, et vous refusez même de réfléchir. Vous dites, je ne veux même pas réfléchir à comment faire pour que ce soit bien. C'est grave. Pas dit ce soir. Vous allez venir chez moi tous les soirs. Je vous offre 1 heure. Oui. Ah oui, je suis sérieux. Hein? Guy Mitokpe, je vous prends en témoin. Tous les soirs, je vais consacrer 20 à 21 heures à Guy Mitokpe selon sa disponibilité pour venir échanger avec moi. On va travailler comme ça. Tous les jours. Si j'ai un héritage à vous laisser, c'est celui-là. Avoir le courage des actions pertinentes, utiles, nécessaires, quand bien même elles sont impopulaires, quand bien même elles ne sont pas susceptibles d'être comprises en son temps. Et tout à l'heure, il a dit comment on peut investir ici, durablement, si on a l'électricité aussi chère. Comment on peut créer son entreprise, son salon, son atelier, pour avoir des équipements qui consomment de l'énergie, et l'énergie devient l'essentiel de votre intrant. Et au prix où est l'électricité, vous ne serez pas compétitif. Vous n'allez pas pouvoir produire et vendre de la sous-région. C'est une réalité. Mais, chers amis, le Bénin n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant, on n'a pas de bois. Nous travaillons avec ce qu'on collecte sur les uns les autres comme TVA. Et je l'ai dit plusieurs fois. Le chapeau que vous portez, quand vous l'avez acheté, il y a eu la TVA dedans. Donc nous tous, nous contribuons, chacun à son niveau, aux recettes publiques. Ce n'est pas seulement ceux qui paient les impôts directement qui payent quelque chose à l'État. Hein. Même ceux qui consomment, vous consommez. Vous avez le sucre. Le sucre, on l'importe. Vous payez quelque chose. La TVA et la douane. Donc le Bénin, l'État du Bénin, n'a comme ressource que ce que nous collectons sur vous, sur nos citoyens, sur les entreprises, sur les individus. Même les plus pauvres, quand il mange un morceau de sucre, il a payé quelque chose, un petit centime. Il n'y a que ça que nous avons. Puis quand on va demander aux banques locales ou étrangères de nous prêter de l'argent, les gens regardent comment nous collectons. Vous collectez 100 francs. Vous consommez 90. Vous pouvez avoir 10 francs pour payer votre dette. Quand vous avez un salaire, vous allez à la banque, on regarde comment vous gagnez comme salaire. Donc on ne vous prêtera que ce qui est compatible avec votre capacité de remboursement. Voilà que le Bénin n'a que les impôts qu'il collecte. Donc quand on présente ça chaque année, l'année dernière, on a collecté tant d'impôts. On a eu tant de dons, un peu. Il y a encore un peu de dons. Et on montre aux banques pour dire voilà ce que nous avons. Les banques calculent et disent, vous là, on peut vous prêter tel montant. Vous avez déjà des dettes avant. Hein. Vous payez normalement, c'est vrai. Mais quelle est votre capacité de remboursement qui reste? C'est en fonction de ça qu'on vous prête encore de l'argent. Quand nous levons de la dette, je vous rassure, chers jeunes, que ça tient compte de notre capacité globale d'endettement. Nous ne sommes pas en surendettement. Et puis c'est transparent. Et on publie chaque année nos recettes. Donc, on ne peut emprunter
que ce qu'on peut rembourser. Voilà qu'il n'y a pas le courant partout. Il n'y a pas l'électricité partout. Il n'y a pas Internet partout. Comment on fait pour financer tout ça? Par an, sur 5 ans, sur 10 ans, on ne pourra financer que ce que notre argent, ce que ça nous permet de financer sur 5 ou 10 ans. Une bonne partie du territoire sera électrifiée, mais pas tout le territoire. Parce que on a fait les calculs, on m'a dit non. C'est seulement quand on fait les projections, c'est en 2027, 28 qu'il y aura le courant partout. En 2025, on peut faire des miracles, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Internet, c'est pareil. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que nous projetons, et 1 ou 2 ou 3 ans après, malheureusement, nos projections sont un peu faussées, et l'atteinte des objectifs est différée de 1 ou 2 ou 3 ans. Donc, ce n'est pas pour rien, madame, que l'électricité n'est pas partout, que l'eau n'est pas encore partout, que les marchés ne sont pas partout. On a fait des marchés, on a fait la projection, on a fait des stades, et on sait que dans 3 ou 4 ou 5 ans à venir, la deuxième vague qui va commencer en 2026 va satisfaire encore un grand nombre de communes, en stade, en marché et autres. Et notre objectif, c'est que sur les 3 phases, il reste encore 2, d'ici 7 ou 8 ans maximum, toutes nos communes soient dotées en termes de stades, d'infrastructures sportives et marchandes, toutes les communes. Nous, on a commencé, on a montré que c'est possible. Regardez le nombre de marchés qu'il y a, et ça donne envie. Le nombre de stades qu'il y a, ça donne envie. Donc, désormais, le Bénin est capable, sur 5 ans, sur 10 ans, de faire ça. Et de répéter la même chose sur les 10 années à venir. Ce qu'on a fait les 10 ans passés, on est capable de faire encore mieux les 10 ans à venir. On a donné la tendance que nos recettes sont capables de satisfaire nos besoins. Mais le prix, quand vous allez emprunter pour construire une centrale électrique, pour faire des lignes, mais il faut rembourser avec quoi? Une partie des impôts, si on veut subventionner, et une partie avec le prix que payent les consommateurs. Donc l'électricité, le prix de l'électricité, c'est exclusivement lié aux besoins d'investissement financier que nous faisons, à l'entretien des équipements et au coût d'exploitation, au salaire, des temps et consorts. Donc quand on fait les calculs, on divise par le nombre de kilowattheures qu'on produit, le nombre d'abonnés qu'il y a, on regarde combien chaque kilowattheure doit être vendu. Sinon, vous allez investir partiellement, vous n'avez pas payé votre dette, et vous ne pouvez plus investir pour la suite. Si vous ne payez pas la dette, vous n'aurez pas de financement pour faire le reste. Donc pendant qu'on fait une partie, on doit montrer qu'on paye les dettes. La phase 2, vous nous prêtez pour faire le reste. Donc nous avons eu tort d'avoir été en retard. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous sommes et notre réalité à nous. L'électricité est chère, Internet est cher, c'est vrai, mais il vaut mieux avoir Internet un peu cher que zéro Internet. Il vaut mieux avoir le courant un peu cher que zéro courant. Il vaut mieux avoir l'eau un peu cher que pas d'eau du tout. Regardez tout ce qu'on investit pour le secteur de l'eau. Regardez partout. Nous n'avons rien fait presque dans le passé. On a fait des choses qu'on n'a pas entretenues. Tout est en train de tomber en panne au fur et à mesure que la population consomme de plus en plus. On déploie des centaines de milliards qui n'étaient même pas prévus. Mais je dis, je préfère amener l'eau potable à mon concitoyen, où qu'il soit, qu'il paye le prix, même si c'est cher, au moins il sait que s'il a l'argent, il peut avoir l'eau potable. Les gens qui ont l'argent, ils n'ont pas l'eau. La notion de prix, cher pour l'eau, pour les péages, pour les routes, pour l'électricité, pour Internet, nous devons savoir que c'est ce que j'appelle serrer la ceinture. Serrer la ceinture, ce n'est pas le fait que quelqu'un ne soit pas payé de son argent, de ce qu'on lui doit, de son salaire, qu'on en prenne à quelqu'un plus qu'il n'en faut. C'est aussi capable de payer le péage, parce qu'en payant le péage, on peut entretenir les routes. On peut construire d'autres routes avec ça. En payant l'électricité, même si c'est un peu cher, ça nous permet d'avoir le courant, de l'amener plus loin pour les autres qui n'ont pas encore de courant et d'améliorer la qualité du courant. Payer l'Internet un peu plus cher, ça nous permet d'avoir la qualité qu'il faut et aussi d'envoyer l'Internet partout dans le pays. Parce qu'il faut de l'argent pour le faire. Et qui va payer? Ce n'est pas nous. Donc le prix que nous payons, même cher, est destiné à satisfaire les besoins que nous avons. C'est notre moyen de financer l'investissement et de financer l'exploitation, de financer l'entretien. Moi, ce que j'aimerais, on va dire, faisons tout pour améliorer la qualité de l'Internet. Faisons tout pour qu'il y ait de l'Internet partout. Faisons tout pour qu'il y ait du courant partout, qu'il y ait de l'eau partout.
C'est un nouveau deal que je veux avec vous aujourd'hui convenir et signer. Un deal nouveau qui est que, même si c'est cher, on veut le faire. Même si c'est cher, le Bénin veut avoir l'Internet partout. Même s'il est cher, le Bénin veut avoir le courant partout. Mais c'est ça l'indépendance. C'est ça la souveraineté. C'est ça. Nous ne pouvons pas dire, on est content d'être indépendant. 65 ans d'indépendance et continuer de tendre la main à ceux qu'on a chassés. L'indépendance, c'est payer de sa poche. La souveraineté, c'est payer de sa poche ce qui nous manque. Oui. 65 ans après, nous devons être capables, même si c'est cher, d'avoir l'eau, l'électricité, Internet, les routes, la santé, l'école, la formation technique professionnelle. Même si c'est cher n'importe comment, on va vendre tout ce qu'on a pour avoir ça s'il faut. Parce que c'est important pour nous. Parce que c'est nous-mêmes qui devons financer ça. Et si on ne le fait pas, on n'aura jamais. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, manquera à nos enfants. Ce qui nous manquera aujourd'hui, manquera à nos petits-enfants. Si nous refusons de faire les efforts qu'il faut. Ça va limiter notre développement de notre entreprise, de notre PME, de notre atelier. Ça va limiter le développement. Mais si on réussit à le faire en qualité, et que aussi le courant va partout dans les plus petits villages, les gens ne seront plus tenus de venir à côté de nous travailler parce qu'eux aussi ils ont le courant là-bas. Et je vais me développer moins parce que je perds trop le courant. Et mon enfant, mon frère qui est au village, il va lui aussi se développer. Parce que j'ai payé cher le courant, mais ça a permis de lui amener le courant à lui aussi. Il va se développer. C'est ça, la dynamique communautaire. C'est ça la souveraineté. C'est ça l'indépendance. C'est ça la souveraineté. Est-ce que 65 ans après, nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire tous nos besoins, avec nos efforts, avec nos salaires, même si c'est dur. Il ne faut pas chanter souveraineté, indépendance, fêter, danser pour ça, alors que ce que ça signifie, ce que ça traduit, nous nous éloignons de ça tout le temps. Nous ne faisons aucun effort. Mais ce qui est important aussi de faire, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption. Si on prend vos impôts, on prend les dettes, et qu'on les détourne, on les bouffe, on en fait n'importe quoi, ça c'est grave. Donc la souveraineté, c'est tout ceci, instaurer la bonne gouvernance par les gouvernants. Ceux à qui on a confié le pays, ils doivent être capables de gérer avec responsabilité, sérieux, rigueur, sans détourner. Moi, quand je vois les gens, les Béninois, j'aimerais que leur principale récrimination, reproche, c'est les questions de mauvaise gouvernance. Mais on n'en parle jamais. Moi, ça me frustre de ne pas voir mes concitoyens donner plus d'importance à la bonne gouvernance qu'au reste. Le développement économique passe par l'effort nous-mêmes, la collecte de nos moyens, mettre ensemble nos moyens et bien les gérer. Et bien les gérer. Donc, lutter contre la corruption, lutter contre la mauvaise gouvernance et critiquer, faire attention, réprimer les détournements des ressources. C'est dans cela que je voudrais vous rassurer de ce que la loi, pour conclure, si il y a des aspects qui ne sont pas encore suffisamment incitatifs pour l'investissement, au contraire, il faut rajouter ça. Donc je vous demande à M. Guntobo de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter à la loi pour que ce soit encore plus incitatif pour l'investissement. On veut que les Béninois ne quittent pas ici pour aller investir ailleurs. Regardez ce qu'il faut enlever encore pour favoriser l'investissement. Ne regardez pas ce qu'il faut rajouter pour contraindre l'investisseur. Pour que l'investisseur se dise, dans la salle, il y a des gens qui ont leur propre PME, qui ont leur atelier eux-mêmes, qui ont leur industrie, qui ont leur business eux-mêmes. Vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Jamais. Quelqu'un dit jamais. Vous avez entendu? L'entrepreneur, l'investisseur ne se sépare jamais de son employé qui est bon. Même s'il est capricieux, l'employeur fait tout pour le satisfaire. Et ça, c'est une donne importante. Les entreprises, les fermes, les PME, l'atelier, celui qui a son salon de coiffure. S'il y a une coiffeuse qui est là, qui est très bon, elle a la dextérité, tout le monde vient et on veut que ce soit elle qui coiffe. Cet employé-là, la patronne fera tout pour la garder, même si elle est capricieuse. Même si des fois elle vient en retard, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Oui. Ce qui sécurise l'emploi, c'est la qualité de l'employé.
Ce n'est pas les tests pour le protéger, c'est la qualité. Et ce qui fait le développement, c'est la qualité des prestations. Pour se développer, que chacun soit bon, il sécurise sa place. Celui qui n'est pas bon, c'est lui, on ne se sépare facilement de lui. Notre souveraineté, notre développement passe par le sérieux, la rigueur, l'investissement et des lois qui favorisent tout ça. Et que si chacun veut lire avec attention ces lois-là, veut faire des critiques sur ces lois, veut faire des propositions d'amélioration, il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est ça qui doit nous guider pour faire les commentaires sur la dynamique, la stratégie, les lois que nous prenons. Parce qu'on a un objectif, on veut que le Bénin se développe. Si c'est ça le vecteur, le fil conducteur de nos stratégies, de nos lois, de nos réflexions, nous allons avoir les tests qu'il faut, nous allons faire les choix qu'il faut pour que le Bénin, dans 5, 10, 15, 20 ans, soit un pays développé et c'est à notre portée. Si les Béninois, les jeunes Béninois, génération après génération, ne bénéficient pas de formation adéquate pour satisfaire les besoins de leur pays, satisfaire les besoins de la sous-région, satisfaire les besoins de l'humanité, ils n'auront jamais le plein emploi. Et notre pays ne va pas se développer. Une chose est de payer des impôts, d'en collecter. Une autre est de faire des routes, de l'eau, de l'électricité. Même d'améliorer le système de santé. Mais une autre est de faire de chaque citoyen la véritable richesse. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. On peut se développer en ayant zéro de tout ça. On peut avoir tout ça et ne pas se développer. Je ne vais pas citer mais vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, je dis dans le monde, qui ont tout ça, mais qui n'ont pas réussi encore le développement. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de tout ça et qui sont développés. La richesse la plus fondamentale, la plus durable, la plus importante, c'est l'homme, c'est la jeunesse, c'est les gens qui sont actifs. Et aller forer pour avoir du pétrole et l'exploiter vaut moins que de former l'homme. Un pays qui a du pétrole, qui a sa population pas formée du tout, si on lui dit de faire le choix, de consacrer tout son argent pour forer, exploiter et avoir des recettes, il va dire je vais forer d'abord. Parce qu'après, avec le pétrole, je vais former les gens après. Nous sommes dans le seul domaine dans lequel les jugeances ne déterminent pas l'action. Parmi les jugeances, c'est l'urgence du jour détermine l'action au lieu de l'urgence structurelle. C'est un devoir de philosophie de français, on va faire une thèse dessus. Entre l'urgence du jour et l'urgence structurelle, la formation technique professionnelle devrait être le premier investissement des États, des gouvernants. Quand nous sommes arrivés en 2016, on a fait des débats budgétaires. Faut-il consacrer tout de suite un grand nombre à la formation technique professionnelle au détriment de l'eau, au détriment de l'électricité, au détriment des routes, au détriment des marchés ou au détriment des stades? Les débats ont été longs, monsieur le ministre d'État, difficiles. Et nous avons dit qu'il faut faire tout un peu. C'est notre choix, n'est-ce pas? Il faut faire tout un peu. Mais on aurait pu dire qu'on a fait fondamentalement d'abord la formation technique professionnelle et les autres très peu. Mais le pouvoir est politique. Et les électeurs, parfois, donnent le signal de l'urgence. C'est eux qui déterminent ce qui est urgent pour eux. Mais quand vous faites le tour dans le pays, vous regardez l'ensemble des requêtes. Vous voyez, donnons de l'eau en urgence. Donnons de l'électricité en urgence. Donnons des routes en urgence. Tout à l'heure, on a parlé d'emploi, de marché, de stade, d'Internet. Mais personne n'a parlé de la formation technique professionnelle. Personne n'a parlé de ça. Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre notre politique de formation technique professionnelle ambitieuse avant la fin du mandat. Mais la bonne nouvelle,
Même si je suis malheureux de ne pas voir ça pendant que je suis dans la charge, la bonne nouvelle, c'est que désormais, tout est prêt. Et vous avez dû voir qu'on a commencé à lancer les appels d'offres. Construire une 60aine. La phase 1, c'était au début, on avait dit une 100aine. Puis les coûts, les prix sont envolés complètement. Nous avons mobilisé des ressources, nous avons fait des études, et nous étions partis pour une 100aine d'écoles techniques professionnelles, en passant par le secteur agricole, qui est un volet important, la formation industrielle, en mécanique, en hydraulique, en électricité, en Internet, numérique globalement, dans tous les domaines. Nous avons identifié, fait les études, et nous avons les financements disponibles. Mais quand on a ce que vous n'avez pas fait il y a 5 ans, vous le faites aujourd'hui, le prix est doublé déjà. Quand on a réajusté le montant que nous avons par rapport, on est revenu à une 60aine. Donc, c'est une 60aine d'écoles techniques professionnelles qui sera construite, équipée, mise en œuvre. Ils ont commencé la formation. Les entreprises, les appels d'offres sont en cours, d'autres vont suivre. Dans environ 3, 6 mois, 9 mois, vous verrez toutes les écoles qui sont programmées commencer à être construites. L'action est dynamique. Le temps parfois nous fait défaut, mais la volonté est là. Les ressources sont mobilisées, les études sont faites et consorts, et la formation technique professionnelle, qui est ma frustration essentielle, sera une réalité dans les 18 mois, 2 ans, de sorte que la phase 2 qui va commencer en 2028 et pour nous permettre de passer à la vitesse supérieure pour que, en 2035 environ, notre souhait, on n'avait pas le 2030, mais ce sera 2035, peut-être un peu plus, sur 10 Béninois qui vont sortir du système scolaire, soit un niveau moyen ou niveau supérieur. Quand on fait les statistiques de ceux qui vont sortir du système scolaire, 7 Béninois sur 10 soient formés au métier. Si nous le faisons, nous réussissons à le faire, dans 20 ans, je vous dis, dans 20-25 ans, le Bénin sera un pays développé. Et ça, vous comprenez pourquoi je prie. Dieu de me donner une longue vie. J'aimerais voir ça de mes yeux. Je verrai que les enfants au Bénin, on demande à quelqu'un, tu as fait quoi? J'ai fait la mécanique, j'ai fait l'électricité, j'ai fait l'électronique. J'ai fait de la chimie moléculaire, mais je travaille après dans un laboratoire, j'ai fait de la recherche et consort. Tel va dire, mais oui, moi, je fabrique des ventilateurs. Tel va me dire, mais je fabrique des grilles. On aura besoin d'importer des chaussures au Bénin. Nous en faisons déjà. Moi, j'ai vu quelqu'un, je dirais d'abord la semaine prochaine, qui fait de belles chaussures. Mais demain, peut-être que ce sera 10 ou 20 ou 30, 40 ateliers. Et nous allons envoyer des chaussures en Chine, en Italie, en France, en Côte d'Ivoire. Les lunettes, au lieu d'importer les verres médicaux, correcteurs, peut-être qu'on va les faire ici, nous-mêmes, directement. Pourquoi pas? Ce n'est pas des choses qui sont compliquées. Une petite formation, un peu de moyens, et c'est faisable. Il y a tellement de choses à faire quand on a de la formation, de la compétence, que le développement après paraît facile. Si nous le faisons, nous allons structurellement vaincre cette fatalité qui semble caractériser l'Afrique où on n'arrive pas à se développer. Tout c'est simple. On n'a pas besoin d'être un génie pour faire ces choses-là. Le temps ne nous a pas permis, les conditions ne nous ont pas permis de mettre en œuvre, dans toute son envergure, notre ambition de déploiement d'un système permettant la formation technique professionnelle de la plupart de nos jeunes. De sorte que nous ayons au moins 70% de nos jeunes qui soient formés au métier pratique. Mais j'ai aussi donc le bonheur de vous dire que ça y est, on y est arrivé enfin dans la mise en œuvre. Et je veux souhaiter que cela soit pour vous tous le symbole de ce que, si c'est vrai, si c'est réel, comme je le dis, et qu'on va commencer à le voir bientôt, parce que nous n'inaugurons pas les choses, malheureusement. Sinon, les constructions des centres techniques, des lycées, des écoles, si on voulait faire comme entre-temps,
On va faire plein de lancements de travaux, pose de petites de pierre pour que vous voyez de vos yeux. Mais rassurez-vous. Et vous savez que je ne dis rien juste pour faire plaisir. C'est fait. Ça y est. La formation technique professionnelle sera une réalité dans notre pays à partir des 18 mois à venir de manière massive. Même si on a déjà fait des choses qui sont déjà en cours, mais l'envergure, elle sera atteinte dans 18 mois, dans 2 ans, pour de bon. Nous allons aborder les questions de démocratie et de liberté. Qu'est-ce qu'il convient de corriger, de rajouter? Qu'est-ce qu'il convient de supprimer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la démocratie produise des responsables capables de diriger le pays avec efficacité, capables d'instaurer un environnement sain, cohérent de gouvernance, pour que la gouvernance, qu'elle soit centrale, qu'elle soit communale, locale, décentralisée, que tout ça là mette en place un modèle de gouvernance efficace. Pour moi, la question de la démocratie ne peut s'exprimer que à travers l'atteinte des objectifs. On n'est pas souverain. On n'instaure pas un modèle de démocratie juste pour que n'importe qui exerce le pouvoir, point barre. C'est pour que n'importe qui exerce le pouvoir, mais pour l'intérêt général, en termes de développement, préservation des libertés, protection des libertés. Donc, le modèle, c'est toujours comme ça. On a pris la souveraineté, les indépendances pour ça, pour avoir notre destin et développement en main, parce qu'on estime qu'on travaillait pour les autres. Est-ce que ce parcours démocratique donne de bons signaux pour la suite en termes d'efficacité de gouvernance ou non? Si c'est non, qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qui ne va pas dedans? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que l'action publique soit efficace? Je vous ai une fois écouté parler, dire que vous êtes panafricaniste. J'ai écouté le président Macron par rapport à l'insécurité au Bénin sur l'acquisition de l'armement, qui disait que, en fait, le Bénin n'avait pas encore la possibilité d'acquérir un certain nombre de choses. Et je voudrais véritablement savoir, parce que quand je me suis renseignée, les informations que j'ai eues, c'est que on est un peu limité à cause des accords coloniaux. Et je pense que le gouvernement est une continuité, l'État est une continuité. Dès lors que vous êtes là, quelles sont les mesures que vous prenez pour que ces accords-là soient revisés, qu'on puisse véritablement avoir la liberté d'acheter, de prendre ce que nous voulons, selon les politiques que nous définissons, selon les priorités que nous avons par nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, madame. Merci. Je voudrais commencer ma réponse par son évocation de la souveraineté. Vous avez écouté le président Macron, vous avez dit, moi je l'ai écouté aussi, mais on n'a pas la même compréhension. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot, et l'utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout, et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Madame, si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Je l'ai dit ici avec les maires, je vais vous répéter ça, je vais essayer de ne pas être long. On dénonce l'esclavage, le commerce triangulaire comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusils, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs dans les ports? Avant les Blancs, les Européens,
On a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain, madame. Je ne vais pas juger nos ancêtres, les consorts, tout ça. Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, non, non. Faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien. Nous sommes merci. Nous sommes un petit territoire, on n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand. Pas notre volonté, notre ambition. Même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux. Nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position. Petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Tout ce que nous ne parvenons pas à faire, ce n'est pas la faute des autres. Il y a plein de choses que nos moyens ne nous permettent pas de faire. Ces choses-là que nous ne parvenons pas encore à faire, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pas parce que nous sommes sous la domination de quelqu'un. Waouh, waouh, waouh. Quel discours, n'est-ce pas? J'espère que tu as compris, comme moi. Surtout lorsque le président dit que nous ne pouvons pas demander des choses gratuitement et espérer être souverain. Maintenant, j'aimerais te parler à toi. Ici, nous parlons d'indépendance financière, de stratégie pour avoir un peu plus d'argent. Et j'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que tu te sentiras libre à chaque fois que tu demandes de l'aide à la même personne ou à différentes personnes pour résoudre tes problèmes? Est-ce que tu auras le sentiment d'être libre et de décider des choses dont tu as besoin dans ta vie si tu devrais demander tout le temps de l'aide à d'autres personnes? Ce discours m'a vraiment fait du bien. Il m'a vraiment plu parce que je me suis rendu compte depuis plusieurs années que si je veux être libre et décider de ce que je veux faire dans ma vie, je devrais construire mon indépendance financière. Voilà pourquoi j'ai tenu à partager ce discours avec vous. Vous devez absolument comprendre qu'aujourd'hui, la liberté n'a pas de prix. Et le seul prix qu'il a, c'est lorsque vous pouvez décider vous-même de faire les choses que vous voulez faire, d'acquérir les biens que vous voulez acquérir, de les acquérir parce que vous pouvez les payer, non pas parce que vous pouvez les demander à d'autres personnes. Si vous avez des besoins aujourd'hui et que vous pouvez les payer vous-même de votre poche, vous allez voir que vous serez de plus en plus respecté dans le monde. Quand j'ai besoin d'une voiture et que je peux aller dans mon compte bancaire pour l'acheter,
Je n'ai pas besoin qu'on me dise quel type de voiture je dois acheter, quel type de modèle je dois prendre. Quand j'ai envie de me acheter un nouveau pantalon, personne ne me dit quelle marque de pantalon je dois acheter. Parce que j'ai compris que si je veux avoir le choix et la liberté de décider et de choisir ce qui me plaît, je dois avant tout travailler sur mon indépendance financière. Car la liberté, ça n'a pas de prix. Mais lorsque vous avez la liberté, que vous n'avez pas d'argent, alors là, vous n'êtes pas libre. Vous êtes encore sous la menace de toutes ces personnes qui ont de l'argent.